Un soldat se tient à un coin de rue, dans une ville brisée par la guerre. Un enfant joue dans un champ près des débris d'un char incendié. Un agriculteur laboure une terre qui a absorbé la poussière d'innombrables explosions. Ce qui les relie n'est pas seulement le souvenir du conflit. C'est quelque chose d'invisible qui persiste dans l'air qu'ils respirent et le sol sous leurs pieds. C'est l'héritage des munitions à l'uranium appauvri. Ces armes ont été utilisées par certaines des armées les plus puissantes du monde, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni. Leurs zones d'impact se trouvent en Irak, dans les Balkans et sur d'autres théâtres de guerre modernes. Les armes frappent avec une efficacité brutale, mais leurs conséquences sont un poison silencieux et persistant. L'ampleur réelle de cette contamination reste enveloppée de secrets officiels. Lorsque des questions sont posées sur les effets à long terme, sur la santé des populations civiles et des vétérans militaires, les gouvernements classent les documents clés comme des questions de sécurité nationale. Ils contrôlent l'accès aux sites d'impact, rendant la vérification scientifique indépendante presque impossible. Cette stratégie de confinement n'est pas accidentelle. C'est un effort délibéré pour gérer le récit, minimiser les risques et éviter la responsabilité des conséquences dévastatrices qui se manifestent des années, voire des décennies, après la fin des combats. La vérité est traitée comme une menace, une responsabilité à gérer plutôt qu'une réalité à aborder. Ce secret officiel crée un vide profond et dangereux. Dans ce vide s'engouffrent les victimes, les médecins locaux et les chercheurs indépendants qui constatent les conséquences de première main. Ils documentent les pics inquiétants de cancers rares. Ils sont témoins de l'augmentation déchirante des malformations congénitales dans les zones fortement ciblées par ces munitions. Leurs témoignages brossent un tableau sombre qui contraste fortement avec les assurances stériles émises par les porte-paroles militaires et les agences gouvernementales. Ils parlent d'une crise de santé publique qui se déroule au ralenti, une crise qui est activement ignorée par ceux qui ont le pouvoir d'enquêter et d'agir. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, le 21 octobre 2025, ces armes restent dans les arsenaux de plusieurs nations. Le débat sur leur utilisation continue, mais c'est un débat faussé par un manque de transparence. L'histoire complète de l'uranium appauvri est enfermée dans des dossiers classifiés enfouis dans des zones militaires restreintes et réduites au silence par la pression politique. La ligne officielle insiste sur le fait qu'il n'y a pas de preuve définitive de préjudice, une position commode lorsque les mêmes autorités entravent la collecte de ces preuves. Ce n'est pas un problème historique, c'est un danger actuel et permanent. Le silence lui-même est une arme qui perpétue la souffrance et garantit que le véritable coût de la guerre reste caché au public. Pour comprendre la controverse, nous devons d'abord comprendre le matériau lui-même. L'uranium appauvri, ou UA, est le sous-produit du processus utilisé pour enrichir l'uranium naturel destiné aux réacteurs nucléaires, armes nucléaires. C'est ce qui reste. Parce que c'est un déchet, il est abondant et bon marché pour les gouvernements qui ont des programmes nucléaires. Mais ce déchet possède un ensemble de propriétés uniques qui le rendent très attrayant pour les fabricants d'armes. Il est incroyablement dense, environ 1,7 fois plus dense que le plomb. Cette densité extrême lui permet d'être transformé en projectiles perforants qui peuvent traverser l'acier lourd d'un char ou d'un bunker fortifié avec une facilité terrifiante. Le pouvoir destructeur d'un obus à l'UA ne se limite pas à sa capacité à pénétrer les blindages. Lorsqu'un pénétrateur à l'uranium appauvri frappe une cible dure, il fait autre chose. Il devient ce que l'on appelle pyrophorique. L'immense friction et la chaleur de l'impact le font s'enflammer, créant une pulvérisation de métal d'uranium en fusion et de poussière d'oxyde d'uranium céramique à l'intérieur du véhicule cible. Cet effet secondaire incinère l'équipage et enflamme les munitions et le carburant, assurant la destruction complète de la cible. La poussière fine et les particules aérosolisées créées par l'impact, cependant, ne disparaissent pas simplement. Elles se déposent sur le sol, contaminent le sol et peut être transportée sur des kilomètres par le vent. Elle peut être inhalée par toute personne à proximité, soldats, équipes de nettoyage et surtout civils qui reviennent vivre dans ces zones après la fin du conflit. Les particules sont suffisamment petites pour être inhalées profondément dans les poumons. De là, elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. La contamination s'infiltre également dans la nappe phréatique, empoisonnant les puits et les systèmes d'irrigation. Elle est absorbée par les plantes, mangée par les animaux de pâturage et entre ainsi dans la chaîne alimentaire humaine.
la contamination devient une caractéristique permanente de l'environnement. Une cicatrice radiologique et chimique laissée sur la Terre. L'utilisation de ces armes ne se limite pas aux combats terrestres. L'Addix Thunderbolt II, un formidable avion d'attaque au sol, souvent appelé le Warthog, est célèbre pour son canon JAU-8 Avenger. Ce canon peut tirer des milliers de cartouches perforantes de 30 mm par minute, dont beaucoup sont dotées d'uranium appauvri. Lorsqu'elles sont tirées depuis les airs, ces cartouches propagent une contamination à l'UA sur une zone beaucoup plus vaste. Face à l'alarme croissante des scientifiques indépendants, un puissant contre-récit a été construit. Les grandes organisations internationales ont publié des rapports. Organisation mondiale de la santé, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Agence internationale de l'énergie atomique. Leurs conclusions affirment que le risque radiologique est faible et qu'il n'existe aucune preuve scientifique concluante liant l'exposition aux augmentations spectaculaires de cancer ou de malformations congénitales. Ces rapports servent de fondement à la défense officielle. Ces documents officiels sont utilisés comme un bouclier par les puissances militaires. Face aux questions, les ministères de la Défense des États-Unis et du Royaume-Uni se réfèrent à ces études. Ils soutiennent que les munitions à l'UA sont des armes légales et conformes au droit international. Le langage est soigneusement choisi. Non concluant, aucun lien définitif. Cela crée une boucle de rétroaction où l'armée justifie ses actions en utilisant des rapports dont l'accès aux données est contrôlé par elle. C'est un système de justification fermé. Cependant, ce consensus officiel est farouchement contesté. Les critiques soulignent des lacunes méthodologiques fondamentales. Beaucoup d'études ont été menées des années après les conflits, laissant le temps à la poussière radioactive de se disperser ou d'être enfouie. L'accès aux sites les plus contaminés a souvent été restreint. Colonnes de chars détruits, installations de stockage d'armes. La divergence entre rapports officiels et témoignages du terrain est frappante. Des médecins irakiens dans des villes comme Fallujah, Bassora ont compilé des dossiers exhaustifs, photographies statistiques médicales antécédents de patients. Pourtant, cette richesse de preuves cliniques est souvent rejetée comme manquant de contrôles épidémiologiques rigoureux. Les institutions chargées de protéger la santé publique sont accusées d'ignorer les preuves humaines. La vérité semble dépendre de qui est autorisé à la raconter. Le danger de l'uranium appauvri est une double menace qui attaque le corps sur les fronts chimiques et radiologiques, Et d'abord, l'uranium est un métal lourd, le plomb, le mercure. Lorsque des particules d'UA sont inhalées et ingérées, elles voyagent dans la circulation sanguine, s'accumulent dans les organes vitaux. Les reins sont particulièrement vulnérables. Ils filtrent le sang. Avec le temps, l'exposition peut entraîner des lésions rénales ou une insuffisance rénale. Au-delà de sa toxicité chimique, l'UA est aussi radioactif, moins que l'uranium naturel, mais émet des particules alpha. Une fois logées dans les poumons, les os, ces particules émettent des alpha à bout portant. Cette exposition interne peut endommager l'ADN d'une cellule. C'est l'aspect le plus alarmant. L'ADN endommagé peut conduire à une croissance cellulaire incontrôlée. Ce qui est la marque du cancer de nombreux scientifiques y voient un lien avec des taux de cancer élevés. Si l'ADN des cellules reproductrices, spermatozoïdes ovules, est touché, les mutations peuvent être transmises. Cela pourrait expliquer l'augmentation des malformations congénitales graves, sans membres, organes exposés, troubles génétiques, rares, qui ont été documentés dans des endroits comme l'Irak. L'impact peut dépasser une génération, s'étendre sur des temps géologiques. L'uranium appauvri a une demi-vie d'environ 4 milliards 500 millions d'années. Cela signifie que le matériau restera dangereux plus longtemps que la civilisation humaine. La poussière des guerres d'il y a des décennies reste dans le sol et soulevée par le vent, est inhalée par des enfants nés après les combats. Nous avons créé des zones de sacrifice radiologique permanentes. Les rapports officiels à court terme ne captent pas cette réalité. Le refus de reconnaître toute l'étendue de la crise de l'uranium appauvri ne découle pas de l'ignorance. C'est une stratégie politique calculée. Les gouvernements qui ont utilisé ces armes ont un intérêt puissant à contrôler le récit. Admettre que les munitions à l'UA causent une contamination environnementale à long terme et de graves problèmes de santé les exposerait à d'énormes responsabilités légales et financières. Cela signifierait accepter la responsabilité de nettoyer de vastes étendues de territoires étrangers. Cela signifierait fournir des soins médicaux à vie à leurs propres vétérans et à d'innombrables civils étrangers. Le coût potentiel est stupéfiant, créant une immense incitation au déni. Pour maintenir ce déni, l'information est agressivement contrôlée. Au lendemain de la première guerre du Golfe,
L'armée américaine a d'abord nié avoir utilisé de l'UA, pour admettre plus tard en avoir tiré des centaines de tonnes. Les cartes de ciblage précises qui permettraient des corrélations sanitaires sont gardées sous clé, pour sécurité nationale. Cette tactique paralyse efficacement la recherche indépendante. Sans ces données fondamentales, il devient impossible de mener des études à grande échelle probante. Pendant des années, les vétérans du Golfe, des Balkans et de l'Irak se sont plaints d'une mystérieuse collection de symptômes: fatigue chronique, douleurs articulaires, problèmes respiratoires, problèmes neurologiques. Pourtant, leurs efforts pour obtenir des réponses et des traitements ont souvent été accueillis avec scepticisme et obstacles bureaucratiques. Leurs maladies sont attribuées à d'autres causes, plus faciles à admettre. Là où les canaux officiels échouent, d'autres sont intervenus pour documenter la vérité. Des journalistes indépendants, des scientifiques déterminés, des activistes locaux ont risqué leur sécurité pour recueillir des preuves au cœur des zones contaminées. Leur travail fournit un contrepoint puissant et troublant au récit officiel aseptisé. Ils ont prélevé des échantillons de sol sur des sites de cratères, montrant des concentrations d'uranium des centaines, parfois des milliers de fois supérieures au niveau de fond. Ils ont recueilli des fragments de pénétrateurs à l'UA, incrustés dans le métal tordu de véhicules détruits. Ce sont les données brutes d'une catastrophe cachée. Les preuves visuelles sont encore plus viscérales et immédiates. Photographies et vidéos d'hôpitaux de Bassora. Photographies et vidéos d'hôpitaux de Fallujah. Difficiles à regarder, mais nécessaires. Nouveau-nés atteints d'anencéphalie. Enfants atteints de gastroschisis. Membres tordus de manière anormale. Tumeurs défigurant de petits visages. Médecins locaux, débordés, brandissent ces images comme un appel à l'aide. Des équipes indépendantes ont cartographié ces preuves, recoupées avec images satellites et documents divulgués, pour identifier quartiers et terres frappées et les pics de crise sanitaire. Efforts minutieux et sous-financés, une science médico-légale de base. Le temps de l'ambiguïté et du déni est révolu. Les preuves sont trop convaincantes pour être ignorées, tant scientifiques qu'humaines. Nous devons exiger une transparence complète et inconditionnelle des gouvernements qui ont déployé ces armes. Cela commence par la déclassification immédiate de toutes les données de ciblage. Les cartes montrant où chaque obus à l'UA a été tiré doivent être rendues publiques. Ce n'est pas une question de compromettre la sécurité nationale, c'est une exigence fondamentale pour la santé publique. Avec ces informations, nous pourrons comprendre l'ampleur réelle de la contamination et diriger les ressources vers les communautés les plus à risque. Nous avons besoin d'études épidémiologiques à grande échelle véritablement indépendantes, libres de toute influence militaire ou politique, menées par organismes scientifiques internationaux avec accès illimité aux zones de conflit, aux dossiers médicaux et aux données gouvernementales pertinentes. Elles doivent se concentrer sur la santé à long terme, population civile, vétérans, enfants des victimes, avec un accent sur les dommages génétiques et les effets transgénérationnels. Le financement doit provenir des nations qui ont utilisé ces armes, mises en œuvre par des experts impartiaux. En attendant, marquer et sceller les sites contaminés, informer et soigner. C'est un appel à la vérité et à la responsabilité.